Elle a été Violetta, Floria, Elena ou encore Anna. Elle a interprété les plus beaux airs d'opéra, de Verdi à Wagner, en passant par Mozart et Bizet. Elle fut la plus grande diva de son époque et sa vie fit le bonheur de la presse à scandale. Surnommée la Divina, Maria Callas fut surtout l'une des plus belles voix du XXe siècle. Retour sur la vie de celle qui, en l'espace de 15 ans seulement, bouleversa les codes de l'art lyrique et marqua à tout jamais l'histoire de la musique. Maria Callas, de son vrai nom Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulou, naît à New York le 2 décembre 1923. Ses deux parents, comme beaucoup de Grecs à cette époque, quittent leur pays pour rejoindre les États-Unis. Ils espèrent y trouver une vie meilleure, ce qu'ils réussissent à faire pour un temps. Malheureusement, la crise de 1929 met à mal le commerce de George, le père de Maria, et les caractères des deux époux deviennent de plus en plus antinomiques. Evangelia se fâche des nombreuses tromperies d'un mari qu'elle considère sans ambition et sans culture. Ce dernier quitte le foyer familial et Evangelia se retrouve seule avec ses deux filles, Maria et sa grande sœur Jackie, qu'elle va pouvoir éduquer comme elle le souhaite. Si elle prend soin de les initier à la vie ménagère et à la cuisine, Evangelia n'oublie pas sa grande passion, la musique. Elle achète un piano, une radio, et voilà les deux filles qui rivalisent entre elles pour savoir laquelle des deux saura le mieux reproduire les mélodies qu'elles écoutent. À ce jeu-là, Maria se distingue très vite et participe à ses premiers concerts organisés par l'école de son quartier. Complexée depuis sa petite enfance par ses rondeurs et sa myopie, et parce qu'elle se sentait inférieure à sa sœur, Maria Callas va trouver dans la musique un exutoire et un moyen d'être aimée. Evangelia prend rapidement conscience du talent de sa fille. Maria est douée d'une excellente oreille et d'une très bonne mémoire, ce qui facilite grandement son apprentissage. En 1937, la petite famille retourne en Grèce. Maria Callas intègre en 1939 le prestigieux conservatoire d'Athènes afin de parfaire sa formation musicale. Après plusieurs représentations, avec le statut d'étudiante, elle décroche des rôles à l'Opéra national de Grèce. Des seconds rôles certes, mais qui lui permettent de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de sa famille. Maria Callas commence sa carrière professionnelle à l'âge de 17 ans, avec l'opéra comique Boccaccio du compositeur Franz von Suppé. Son talent est apprécié, mais il est difficile pour la jeune chanteuse de se faire remarquer. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, et la Grèce est occupée par les Allemands et les Italiens. Sa mère va avoir la bonne idée de prendre pour amant un colonel italien. Dès lors, Maria enchaînera les représentations devant les occupants, un moyen comme un autre de sortir du lot. Elle obtient un rôle secondaire dans l'opéra Tiefland, monté spécialement pour les Allemands au théâtre d'Olympie. La critique est unanime. Un journaliste dira même que Maria Callas est, je cite, « l'un de ces talents bénis des dieux dont on ne peut que s'émerveiller ». Rien que ça. Au fil des représentations, même ses détracteurs finissent par admettre son talent. La fin de la guerre et la libération du pays permet à Maria Callas de se faire connaître dans tout le pays. Seulement voilà, on se rappelle que sa mère fricotait avec l'occupant et on soupçonne la famille de collaboration. Les nombreux concerts donnés aux Allemands valent à Maria d'être exclue de l'opéra d'Athènes. Elle décide donc, contre l'avis de sa mère, de retourner aux États-Unis pour continuer sa carrière, mais aussi pour renouer avec son père. Maria Callas ne pardonnera jamais à sa mère ses agissements durant la guerre. Dès son arrivée à New York, la chanteuse cherche du travail et passe une audition devant Edward Johnson, le directeur du Metropolitan Opera. Elle est admise avec la mention « voix exceptionnelle », mais refuse le contrat qui lui est proposé. Edward Johnson admettra plus tard qu'il s'agissait d'un contrat de débutant, que Maria Callas avait eu raison de ne pas signer. Pour diverses raisons, la jeune femme ne parvient pas à décrocher des rôles importants, et se trouve même obligée de chanter dans des restaurants. En 1947, une occasion en or se présente à Maria Callas. Giovanni Zenatello, un impresario italien venu aux États-Unis sur la demande du chef d'orchestre italien Tullio Serafin. Ce dernier recherche un soprano pour chanter la Gioconda de Ponchielli aux arènes de Vérone. Évidemment, Maria saisit cette opportunité de relancer sa carrière et fait le voyage jusqu'en Italie pour rencontrer le compositeur. Tullio Serafin est conquis par la voix de la chanteuse et décide de l'engager. Le contrat est dérisoire, mais Maria Callas ne peut plus se permettre de refuser.
Dans le même temps, Maria fait la rencontre de Giovanni Battista Meneghini, un riche industriel passionné d'opéra. De 28 ans son aîné, elle en tombe amoureuse et lui laissera prendre en main sa carrière ainsi que sa situation financière, faute de revenus lui permettant d'être autonome. Maria se fait entretenir par un homme plus âgé qu'elle, situation très mal vue dans l'Italie catholique de l'époque. Aussi, elle exige le mariage malgré la réticence des deux familles. Dès lors et pendant près de 10 ans, Giovanni Battista sera pour sa femme un mentor et un impresario dévoué, faisant décoller sa carrière pour de bon. Les 4 représentations de la Gioconda ont été des réussites. Tullio Séraphin propose donc à la cantatrice d'interpréter d'autres rôles. Maria Callas réalise un tour de force lorsqu'elle remplace au pied levé Margherita Carioso dans le rôle d'Elvira dans I Puritani de Bellini. Malgré les réserves de la diva, qui ne connaissait pas le rôle d'Elvira et était déjà engagée dans 3 représentations de la Valkyrie de Wagner, Tullio Séraphin ne cesse de lui assurer qu'elle en est capable. C'est avec brio que la chanteuse relève ce défi, avec seulement 6 jours pour maîtriser le rôle. Maria Callas alterne entre 2 des rôles les plus exigeants du répertoire lyrique, mettant sa voix à rude épreuve. Le public est conquis, les journalistes et les amateurs n'ont que des louanges à adresser à la chanteuse. C'est à partir de ce moment que Maria Callas sera reconnue comme l'une des plus grandes voix de son temps, capable de véritables prouesses vocales. La diva conquiert le monde, comme lors de ses tournées en Amérique du Sud au début des années 50 ou ses concerts à Londres. Mais c'est en Italie, là où son talent s'est pleinement révélé, qu'elle donnera ses plus belles représentations. Elle y rencontre les plus grands artistes de son temps, Luchino Visconti, Victor de Sabata, Margherita Wallman ou encore Franco Zeffirelli. Souhaitant effacer ses premiers échecs, elle retourne aux États-Unis où elle rayonne. Son rôle préféré, Norma, lui vaut notamment une immense ovation à l'Opéra de Chicago. Sa ville de naissance, New York, l'accueille avec tous les honneurs, et Maria Callas triomphe au Metropolitan Opera, celui-là même qui lui avait proposé un contrat de débutant. Véritable superstar, Maria Callas, sous l'influence de son mari, se métamorphose. Entre 1952 et 1954, elle perd près de 30 kilos. Notez tout de même qu'elle dépassait les 90 kilos au début des années 50. Sa nouvelle silhouette longiligne attire l'intérêt des plus grands couturiers. Selon les mots mêmes de sa couturière, elle serait passée d'une paysanne endimanchée à l'une des femmes les plus élégantes au monde. Forcément, ce nouveau statut attire sur Maria Callas les caméras du monde entier. Capricieuse, mystérieuse et extrêmement talentueuse, les magazines People commencent à s'intéresser à sa vie privée. À la fin des années 50, Maria fait la rencontre d'Aristote Onassis, un célèbre et riche armateur grec. Au cours de l'année 1959, Callas devient la maîtresse d'Onassis. Elle emménage avec lui à Paris. Elle entame une procédure de séparation d'avec son mari, Giovanni Battista, mais le divorce ne sera jamais reconnu aux États-Unis. Désormais, les unes des journaux seront davantage consacrées à sa vie privée qu'à son talent. D'ailleurs, à cette époque, Maria Callas met de côté sa carrière pour se vouer entièrement à sa relation avec Onassis. Après tout, pourquoi pas? Mettre l'amour au centre de ses priorités, ça se tient. Sauf que, en 1963, la presse publie des photos, disons, compromettantes pour Aristote Onassis. En effet, on le voit fricoter avec une autre de ses maîtresses, Lee Radziwill, la belle-sœur du président Kennedy. Maria Callas est terriblement attristée, mais Onassis parvient à se faire pardonner, au point que la chanteuse renonce à sa nationalité américaine pour redevenir grecque et ainsi faire annuler son mariage. Aristote Onassis épousera finalement non pas la belle-sœur, mais la sœur de Kennedy, Jacqueline. C'est pas cool. Maria restera amoureuse d'Onassis jusqu'à la fin de sa vie. Elle sera même la seule à venir lui rendre visite à l'hôpital américain de Neuilly, alors que celui-ci souffre et finira par mourir d'une pneumonie. D'après l'un de ses biographes, la chanteuse serait tombée enceinte de son amant et l'enfant serait mort prématurément après sa naissance. Mais selon Giovanni Battista, le mari cocu, Maria Callas aurait été dans l'incapacité d'enfanter, à cause d'une ménopause précoce. Certains évoquent aussi le fait que la cantatrice aurait eu au moins un autre enfant d'Onassis, mais qu'elle aurait eu recours à un avortement. Maria Callas ne donne plus que quelques représentations par an. Elle finit par se retirer de la scène en 1965. Enfin, pas totalement. Elle tourne dans le film Médée de Pier Paolo Pasolini en 1969. En 1971 et 1972, elle donne des cours d'interprétation à New York.
Elle fait également la rencontre du ténor Giuseppe Di Stefano, qui deviendra son amant. Ce dernier admire Maria Callas et souhaiterait l'entendre à nouveau. Il lui propose de partir en tournée à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon. C'est un véritable succès. Les salles du monde sont remplies, les fans du monde entier sont présents pour écouter la Divina. Mais Maria Callas le sait, sa voix est très abîmée et ses performances vocales n'ont plus rien à voir avec ce qu'elle était capable de faire auparavant. Elle donne son dernier concert le 11 novembre 1974 à Sapporo, au Japon. Après cette ultime tournée, la diva se retire de la vie publique. Autant le dire tout de suite, la fin de vie de Maria Callas n'est pas très heureuse. Elle vit seule dans son appartement parisien. Elle ne sort que pour promener ses chiens. Elle passe le reste de ses journées à écouter de vieux enregistrements d'elle-même. Épuisée, fatiguée tant moralement que physiquement, elle se tue à petit feu en prenant tour à tour des somnifères pour dormir et des excitants pour la journée. La mort d'Aristote Onassis finira par la plonger dans la solitude la plus totale. Après au moins une tentative de suicide, ratée, Maria Callas décédera d'une embolie pulmonaire le 16 septembre 1977, à l'âge de 53 ans. Maria Callas restera dans l'histoire comme l'une des plus belles voix du XXe siècle. En à peine 15 ans, elle aura marqué son époque et révolutionné l'art lyrique. De son vivant et après sa mort, son jeu de scène aura influencé les plus grandes chanteuses d'opéra. 595 représentations et concerts, 42 rôles différents et 26 intégrales d'opéra enregistrées. Voilà l'héritage musical de Maria Callas. Sa voix, ses caprices et ses déboires amoureux achèveront de faire d'elle, et pour l'éternité, la diva des divas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre de Maria Callas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en prenant soin d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Vous dites que vous êtes une femme très simple, que vous êtes une femme vraie. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas, très simplement, d'être une idole? Tout simplement parce que nous avons, contrairement à ce que vous pensez, nous avons besoin d'idoles. Vous avez besoin, vous les détruisez, les idoles, très facilement. Oui, alors enfin, nous comme avons... vous faites vos idoles, le moment que cette pauvre idole ou est malade, ou elle traverse un moment difficile dans sa vie, elle a besoin d'être aidée, c'est le moment où vous les ruinez. Voilà. Mais il y a aussi, voyez-vous, une certaine manière qui ne s'exprime pas toujours avec des mots, mais avec des gestes et avec des actes, qui est de rendre hommage aux idoles. De rendre hommage aux idoles, oui. Mais je ne suis pas une idole, je suis humaine. C'est pour ça que je ne suis pas toujours parfaite. C'est pour ça que des fois, je chante bien, des fois, je chante moins bien. Avec les sportifs, vous dites, ils sont en forme, ils ne sont pas en forme. Avec moi, on dit, elle a pas de sa voix. Là. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des idoles. Nous faisons de la musique. Nous avons besoin que le public dise, oh, qu'elle était brave, cet opéra est splendide, allez le voir. Vous savez, c'est tout à fait autre chose.